La sémiologie thyroïdienne, c'est très passionnant comme sujet. Nous allons voir dans cette partie-là, donc essentiellement rappel anatomique et physiologique, comment réaliser l'examen clinique de la glande thyroïdienne et surtout comment reconnaître un hyperfonctionnement, à savoir l'hyperthyroïdie, ou un hypofonctionnement, à savoir donc l'hypothyroïdie, et dans certaines situations, on peut avoir un état de thyroïdie qui s'accompagne également de goitre hyperfonctionnel, hypofonctionnel ou euthyroïdien. En commençant par le rappel anatomique, juste pour vous rappeler les relations anatomiques qui existent entre la glande thyroïde, qu'on a décrit la dernière fois en forme d'aile de papillon, réunie par un isthme thyroïdien. Et puis, vous voyez, tous ces organes-là sont en contact avec cette glande. Vous avez deux lobes, le lobe droit, le lobe gauche. Vous avez l'os thyroïde en haut, vous avez le cartilage laryngé, vous avez la trachée, vous avez l'œsophage derrière, et aussi l'orachis. Et donc, toute anomalie de la glande thyroïdienne, notamment dans sa forme, pourrait être à l'origine d'éventuelles compressions ou quand il s'agit d'une tumeur par exemple, à l'origine de détérioration au niveau du rachis. Donc l'examen de la goitre, de la thyroïde en lui-même doit tenir compte de tout ce qu'il y a autour de cette glande thyroïde, sur le plan donc digestif, l'œsophage, sur le plan respiratoire, la trachée, vous avez les muscles de part et d'autre, et n'oubliez pas des chaînes ganglionnaires également. Voilà, pour synthétiser des hormones thyroïdiennes, il faut donc la matière première, et la matière première c'est l'iode. Et donc, du coup, vous avez une chaîne d'oxydation, de captation, de couplage, etc., pour arriver à la synthèse des hormones thyroïdiennes de T4 et T3 qui sont ensuite transportées par la thyroglobuline et stockées au niveau des cellules thyroïdiennes. Il suffit qu'il y ait une anomalie ici entre l'iode, et la matière première et la phase terminale pour qu'il y ait un trouble thyroïdien. Il y a des problèmes génétiques, par exemple dans l'hypothyroïdie, vous avez des défauts de captation, vous avez des défauts d'oxydation, etc. Et le bébé peut naître dans un état d'hypothyroïdie. Vous savez très bien que les hormones thyroïdiennes sont nécessaires au développement du cerveau. Donc il faut tout de suite et dépister très tôt ces anomalies pour que le nouveau-né n'ait pas d'anomalie plus tard. Et bien sûr, il faudrait qu'il y ait de l'iode. S'il n'y a pas d'iode, ou s'il y a un peu d'iode dans la région, il y a certaines régions endémiques dans le monde, notamment en Algérie, où on a un manque en iode, et ceci va entraîner donc des goitres endémiques, puisque en fait, quand il n'y a pas d'hormone thyroïdienne, le feedback se déclenche en essayant d'entraîner l'augmentation de la sécrétion de la TSH, qui elle-même va stimuler la thyroïde pour augmenter la synthèse des T3 et T4. Et du coup, donc, les cellules thyroïdiennes vont s'hypertrophier et donner lieu à un goitre euthyroïdien. On voit tout ça dans les zones endémiques. Donc, en principe, on le voit de moins en moins, puisque ces zones-là sont donc enrichies en iode au niveau de l'eau pour parer à de telles situations. Donc, on en a déjà parlé du feedback de cet axe neuro-endocrinien qui est donc assuré par essentiellement l'hypothalamus, l'hypophyse et la glande périphérique. Donc la glande périphérique, c'est elle qui sécrète les T3 et la T4 sous la dépendance de la TSH,
qui elle-même est sous la dépendance de la TRH. Donc, vous pouvez avoir un rétrocontrôle positif ou un rétrocontrôle négatif. Si le taux d'isolement thyroïdien augmente en périphérie, dans le sang, vous avez un signal qui va aller vers l'hypothalamus, qui va lui-même diminuer la sécrétion de la TRH, qui elle-même diminue la sécrétion de TSH et qui elle-même entraîne une diminution de la stimulation de la glande thyroïdienne pour aboutir à baisser l'isolement thyroïdien. Le cas est tout à fait contraire. Quand il y a une baisse, c'est le contraire qui se fait et pour que la TSH augmente et les hormones thyroïdiennes augmentent. Le taux de la TSH est très important à déterminer parce qu'il nous permet de déterminer si le problème est d'origine périphérique ou le problème est d'origine centrale. Par exemple, si vous avez un taux de T4 libre périphérique bas avec une TSH élevée, on sait tout de suite qu'il s'agit d'un problème lié à la glande elle-même qui ne sécrète plus d'hormones thyroïdiennes. Si au contraire vous avez un taux de T4 bas avec un taux de TSH bas, nous avons vu hier ça dans l'insuffisance anti-hypophysaire, là on sait tout de suite que le problème est d'origine centrale, par exemple dans le cas d'une insuffisance anti-hypophysaire. Pour bien comprendre l'hyper et l'hypothyroïdie, il faut tout simplement connaître les effets physiologiques des hormones thyroïdiennes. Et vous voyez très bien que ces effets physiologiques sont cruciaux puisqu'ils affectent le cœur, le muscle, le système nerveux, le tube digestif, la thermogénèse et l'hématopoïèse. Donc en cas d'hyperthyroïdie, regardez, tout est accéléré. Vous avez une tachycardie, une augmentation du débit cardiaque, des troubles du rythme, ainsi que tachyarrhythmie. On peut faire une décontraction rapide avec une fatigue musculaire importante. On devient agressif, nerveux, hyper émotif, confus. On a une diarrhée, on sue beaucoup, on a soif parce qu'il y a une perte de liquide à travers la peau, une hypersudation qui va entraîner une déshydratation intracellulaire. La chaleur augmente, la peau devient moite et on ne supporte pas la chaleur, c'est ce qu'on appelle la thermophobie. Sur le plan hématopoïétique, vous avez une leucopénie, une neutropénie par excès de catabolisme et une thrombopénie. Le contraire va se passer en cas d'hypothyroïdie puisque tout va être ralenti, le pouls diminue, le débit cardiaque diminue, on a une décroche myotonie musculaire, on a une décontraction lente, on est apathique, déprimé, constipé, on est frileux à cause de l'hypothermie et on a une anémie donc liée à l'hémodilution par insuffisance de l'érythropoïèse. On va revoir un peu tout ça dans l'examen clinique. Donc l'examen clinique, qu'est-ce qu'on fait quand on a un patient suspect de maladie thyroïdienne, de goitre, d'hyper, d'hypothyroïdie. Donc l'examen du patient présentant une pathologie thyroïdienne recherche des signes de dysthyroïdie. À chaque fois que vous avez une maladie endocrinienne, vous devez, quelle que soit cette maladie endocrinienne, vous devez rechercher s'il y a un hyperfonctionnement ou un hypofonctionnement qu'on appelle tous les deux dysfonctionnement. Et dans la thyroïde, vous avez la dysthyroïdie, va dans le sens d'une hyperthyroïdie si vous avez une augmentation des hormones thyroïdiennes ou d'une hypothyroïdie si vous avez une baisse des hormones thyroïdiennes. Et si les taux sont normaux, on est dans une situation de thyroïdie. Donc l'examen de la thyroïde est primordial et bien sûr, on recherche, souvenez-vous de l'hypophyse, elle a des relations anatomiques et je vous ai dit qu'il faut toujours rechercher les dysfonctionnements de la glande sur le plan hormonal et sur le plan anatomique. Et compte tenu de ce qu'on vient de rappeler sur le plan anatomique, donc on va regarder sur l'œsophage s'il n'y a pas une dysphagie, on va demander au patient s'il n'a pas de dysphagie et on va également voir s'il n'y a pas de dyspnée, par exemple dans le cadre d'un goitre plongeant. Comment fait-on l'examen de la glande thyroïde? Normalement, le patient est assis, on se met derrière et avec le bout des doigts, le deuxième, troisième doigt, on essaye de palper les deux lobes de la thyroïde. Si c'est un goitre assez volumineux, et bon, tout de suite on pourra le palper, le toucher facilement.
Sinon, avec le bout des doigts, comme vous le voyez, on peut se mettre également en position antérieure ici devant le patient. On peut lui demander d'être couché sur le dos et le cou en hyperextension. Ça permet de faire ressortir le goitre, comme on peut rester derrière et vraiment palper avec le bout des doigts les deux lobes de la thyroïde, etc. On peut également deviner la thyroïde en demandant au patient de déglutir, en lui demandant de prendre une gorgée d'eau, et la thyroïde va remonter. Donc elle remonte avec le mouvement de la déglutition, c'est ce qui nous permet de détecter la palpation. Et on n'oublie pas, à la fin de l'examen, de rechercher de part et d'autre, sur les deux côtés latéraux, c'est sur la chaîne jugulaire, s'il n'y a pas une adénopathie qui accompagne ce goitre. Évidemment, un goitre avec des adénopathies satellites ferait penser à un cancer thyroïdien en premier. Quelles sont les circonstances de découverte? Soit c'est le médecin qui, pendant son examen clinique, fait l'examen du goitre. Bon, normalement, on jette un coup d'œil rapide, quels que soient les signes d'appel et quel que soit l'examen clinique du patient. Donc, il faut toujours dévêtir, regardez bien, un foulard peut cacher la lésion et parfois pour des raisons esthétiques, le malade peut avoir un col roulé, une femme peut avoir un foulard, peut avoir une écharpe, etc., pour cacher son goitre. Donc, soit que c'est le médecin qui le découvre, soit que c'est le patient lui-même qui voit à travers le miroir quelque chose d'anormal, ou un parent, lui, qui lui signale qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de son cou, c'est-à-dire dans le sens d'une augmentation de la taille de la glande thyroïdienne. Donc, ce sont les trois circonstances. L'examen du médecin, l'autopalpation ou l'autovisualisation par le patient lui-même, ou l'entourage qui signale quelque chose au niveau du cou. Donc, la douleur peut également être un signe d'appel. Elle est basée cervicale, antérieure, irradiant vers les angles des mâchoires, spontanée et provoquée. Bon, ça se voit souvent quand on a une thyroïdite aiguë, une inflammation de la thyroïde liée à une infection virale aiguë. Les signes compressifs sont rares, mais quand ils sont présents, vous pouvez avoir une dysphonie, compression des cordes vocales, vous avez une dysphagie quand vous avez une compression œsophagienne, vous pouvez avoir une dyspnée, la compression de la trachée, et bien sûr des adénopathies satellites. Le patient signale une sensation de boule dans la gorge, ce qui entraîne anxiété. Et bien sûr, il faut toujours regarder les signes généraux à la recherche de dysfonctionnement de cette glande thyroïdienne dans le sens d'une d'un hypofonctionnement. Qu'est-ce qu'on demande à l'interrogatoire? Donc la date d'apparition, le mode de survenue de ces troubles ou cette augmentation de la taille du volume de la glande thyroïdienne, son évolution dans le temps. Vous pouvez tomber sur des gens qui vivent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une zone endémique et qui ont un goitre endémique depuis des années et des années. Mais la transformation de ce goitre peut se basoïfier, devenir hyperthyroïdien à un moment donné de la vie, ou au contraire, on peut avoir une dégénérescence. Les antécédents thyroïdiens personnels et familiaux, parce que dans la maladie de Basedow, on peut avoir un terrain familial, les antécédents de voisinage, est-ce que le patient n'a pas été irradié au niveau cervical à cause d'une tumeur, par exemple, néo-du-Cavam, ou à cause de la thyroïde elle-même, s'il y a néo de la thyroïde, etc. Ou peut-être une irradiation générale, comme Tchernobyl, par exemple, ou des essais nucléaires, etc. Donc l'origine géographique, c'est le goitre endémique, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu un apport supraphysiologique en iode? Il y a des médicaments qui contiennent de l'iode et le médecin doit le savoir et informer son patient. Il y a par exemple les médicaments qu'on donne en cas de trouble du rythme cardiologique qui contiennent de l'amiodarone et qui sont riches en iode et qui peuvent être à l'origine de troubles thyroïdiens. Donc il faut le savoir. Et bien sûr, une anomalie récente de la voix dans le sens d'une voix rauque, par exemple dans le cas de l'hypothyroïdie, ou un changement de la tonalité de la voix peut attirer l'attention vers un problème de goitre. On peut toujours
situer l'anomalie, la dessiner quelque part et d'abord voir si c'est un goitre, une augmentation donc diffuse d'un lobe ou des deux lobes, ou c'est peut-être un nodule quelque part au niveau de la glande, mais là il faut préciser ces caractères, et ces caractères sont la taille, la consistance, la sensibilité, la présence d'un T. Quand vous mettez la main sur la thyroïde, vous sentez la même sensation que quand vous mettez la main sur un chat, et là c'est un signe souvent qu'on retrouve dans la maladie de Basedow, parce que la glande thyroïdienne est hypervascularisée, et quand elle augmente de taille, on a même un souffle thyroïdien qui accompagne la maladie de Basedow. Et bien sûr, on recherche systématiquement les signes de dysthyroïdie chez le patient. On commence par le nodule. Le nodule, c'est un élément qui peut être individualisé. Il dépasse 10 mm de taille au sein du tissu glandulaire. Il peut être unique, un goitre nodulaire unique, ou multiple, on appelle ça un goitre multinodulaire. Donc on précise sa taille, sa sensibilité, sa consistance, évolution, l'association avec d'éventuels signes de dysthyroïdie ou la présence d'adénopathie. Maintenant, on va regarder les anomalies de la fonction thyroïdienne. On en a essentiellement deux, l'hypothyroïdie, et dans cette situation, les goitres euthyroïdiens ou hyperthyroïdiens. Donc on commence par l'hyperthyroïdie ou le syndrome de thyrotoxicose, qui est défini par l'augmentation du taux des hormones thyroïdiennes périphériques. Donc, syndrome d'hyperthyroïdie, thyrotoxicose, est donc lié à la production excessive de T3 et T4 à la glande thyroïdienne. Et les conséquences, vous les avez dans le tableau de la deuxième ou troisième slide, sont une accélération des métabolismes cardiaques, des muscles, du système nerveux, du tube digestif, de la thermogénèse, etc. Et tout va s'accélérer chez le patient. En cas de goitre, on va trouver un souffle intrathyroïdien qu'on appelle un goitre vasculaire, surtout dans la maladie de Basedow. Il faut juste éliminer les radiations d'un souffle carotidien. En cas de compression trachéale, on entend un wheezing, un bruit de pigeonnier, assez caractéristique de la compression trachéale. Les signes cliniques donc d'une hyperthyroïdie, ce sont déjà l'asthénie qui est constante, le malade est tout le temps fatigué, il a un amaigrissement important, donc un catabolisme musculaire très important, et qui se caractérise par sa rapidité en quelques semaines, qui est globale et qui contraste avec un appétit augmenté ou un appétit conservé. Donc, c'est parfois le patient qui vous dit que je ne comprends pas, docteur, malgré que je mange bien ou je mange beaucoup, je maigris quand même. Et là, c'est une caractéristique des amaigrissements d'origine endocrinienne. Il y en a deux, il y a l'hyperthyroïdie et il y a le diabète sucré qui sont à l'origine de ce type d'amaigrissement. Donc, caractéristiques sémiologiques importantes à reconnaître. Amaigrissement avec appétit conservé ou exagéré égale hyperthyroïdie ou dans certaines situations le diabète. L'hyperthermie, c'est le deuxième signe. Elle est modérée ou exagérée selon le cas. Quand vous voyez quelqu'un qui ne supporte pas la chaleur, même surtout en été bien sûr, et même en hiver, il est très peu vêtu, donc pas de manteau, juste une petite veste. C'est des gens qui ouvrent tout le temps la fenêtre, ils sentent une sensation d'oppression, de chaleur, etc. Donc suspecter l'hyperthyroïdie. La thermogénèse oblige donc bien sûr la température augmente. Dans ce cas, vous avez un état subfébrile et c'est un piège parce que parfois avec cette hyperthermie et avec la diarrhée, les gens sont orientés en infectieux pour suspicion d'une diarrhée infectieuse. La thermophobie oblige à se découvrir, à dormir de la fenêtre ouverte. Ensuite, il y a la soif puisqu'il y a une perte importante à travers les sueurs et les patients sont relativement déshydratés. Donc les mains sont moites également. Quand vous touchez la main à un hyperthyroïdien, vous avez des mains qui sont moites.
les troubles cardiaques peuvent aller de la tachycardie à la tachyarrhythmie. Donc, on peut tomber sur une hyperthyroïdie chez le cardiologue. Ils connaissent bien le problème, donc les palpitations, voire une insuffisance cardiaque, si on laisse les choses traîner, et particulièrement parce qu'une une insuffisance cardiaque par haut débit ou une insuffisance cardiaque liée à la CFA, on a même de l'hypertension artérielle qui peut s'installer chez ce type de patient. Les troubles musculaires, donc fatigabilité à l'effort lié à une faute musculaire, on appelle ça le signe du tabouret. Donc en fait, quand vous demandez au patient de s'accroupir, il se met en position accroupie. En lui demandant de se lever, sans l'appui des mains, il ne peut pas. On appelle ça le signe du tabouret. Et c'est dû à une fente musculaire, surtout au niveau des ceintures, notamment la ceinture pelvique. Les troubles digestifs, donc accélération du transit, attention à ne pas confondre avec une diarrhée infectieuse et qui évolue par poussée. Les troubles nerveux sont des tremblements rapides, permanents, exagérés par des émotions. Et bien sûr, une hyperexcitabilité, une nervosité, une insomnie avec agressivité, parfois une confusion. Alors, si vous êtes à l'hôpital, vous voyez un cas d'hyperthyroïdie, dès que vous vous mettez autour de lui, il commence à s'agiter, il commence à devenir instable, et parce qu'il a cette confusion, il y a cette hypermotivité qui s'installe. On reconnaît tout de suite cet état d'hyperexcitabilité quand on voit une, deux fois les cas d'hyperthyroïdie. Et attention, ça peut conduire à des situations purement isolées, parce que si l'examen clinique n'est pas fait dans sa globalité, si le patient par exemple se plaint de cette agressivité, de cette hypermotivité, etc., il peut se retrouver chez un psychiatre. Hein. Donc attention, il y a des hyperthyroïdies où le tableau est assez complet, où on a tous les signes, c'est plus simple, ou des hyperthyroïdies où on a la prédominance des signes cardiaques, donc on va aller chez le cardio, la fièvre et cette diarrhée, souvent les malades sont infectieux quand ils passent par les urgences. On peut se retrouver chez le psychiatre, on peut se retrouver chez un peu partout, chez le gastro si on a une diarrhée ou si on a une constipation, etc. Mais si on fait un examen global, on revient tout de suite, on retrouve que le patient a un amaigrissement, on lui demande s'il mange ou non, il a un appétit qui est conservé ou exagéré. Ensuite, on commence à poser des questions de l'hyperthyroïdie, on retombe sur nos pieds et en principe, le diagnostic est facile. Sauf dans certaines situations où on peut avoir des hyperthyroïdies frustes. C'est-à-dire que le tableau clinique n'est pas assez complet. Donc, les formes étiologiques, quand on a une thyréotoxicose ou une hyperthyroïdie, qu'est-ce qu'on évoque comme maladie? La première, c'est la maladie de Basedow, qui est une maladie auto-immune. La deuxième, c'est un adénome toxique, c'est quand un adénome commence à sécréter d'une manière autonome. On ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le freiner, il sécrète d'une manière autonome. C'est une tumeur bénigne évidemment, les hormones thyroïdiennes. On peut avoir une hyperthyroïdie si on a une surcharge iodée, elle sature la glande et qui finit par s'échapper en hyperthyroïdie. Et certains thyroïdites aigus peuvent être à l'origine également d'une hyperthyroïdie. Donc les goitres simples ne donnent pas en général d'hyperthyroïdie. Donc la maladie de Basedow, on va la détailler un peu, et elle est facile à diagnostiquer. C'est une forme étiologique fréquente de l'hyperthyroïdie. Elle se rencontre surtout chez la femme d'âge moyen, elle a un caractère génétique. C'est une maladie auto-immune, il y a des complexes humains circulants qui vont mimer la sécrétion de TSH. Ils font comme si c'était de la TSH, ils vont se fixer sur ces récepteurs au niveau thyroïdien et inciter la glande à sécréter plus d'hormones thyroïdiennes. Et donc, du coup, la thyroïde va s'hypertrophier et donner un goitre diffus. Les autres signes, c'est un goitre vasculaire soufflant, homogène, souple et indolore, il n'est pas douloureux, donc la consistance est ferme. Une exophthalmie bilatérale et symétrique, donc vous avez les signes d'hyperthyroïdie, vous avez le goitre avec ses caractéristiques, soufflant, homogène, etc. Et vous avez l'exophthalmie. Donc, généralement, c'est les trois signes qui nous orientent vers la maladie
de Basedow, mais cette exophthalmie peut être grave et devenir maligne avec des troubles, on va le voir tout de suite. Donc regardez bien, vous voyez que ce patient a une hypersudation avec un goitre qui est diffus, il a un regard assez fixe, une exophthalmie. Regardez cette dame également, elle a cette exophthalmie assez caractéristique. Vous voyez tous les deux qui sont amaigris et c'est des signes qui ne tombent pas. Donc une exophthalmie avec un goitre, avec des signes d'hyperthyroïdie, font tout de suite évoquer la possibilité donc d'une hyperthyroïdie. Regardez cette exophthalmie, c'est des yeux qui sont tout le temps ouverts et qui fixent avec un regard fixant, qui est souvent à l'origine de mal entendus entre les personnes touchées et les autres personnes, le patient ou son entourage. Et cette exophthalmie, parfois, peut évoluer à cause de cette maladie auto-immune à une situation très grave, telle que cette exophthalmie maligne qu'il faut décompresser tout de suite. Sinon, on risque de perdre l'œil dans une situation assez rapide. Je vous ai parlé du tremblement périphérique. Parfois, il est fin, on ne peut pas le visualiser. Il faut juste mettre une feuille de papier sur la main et vous allez voir ce tremblement d'une manière assez spécifique. Cette myxœdème prétibial, il est rare. Je ne vous cache pas que en 35 ans d'activité maintenant, depuis que j'ai commencé ma spécialité, je l'ai vu une seule fois. Donc, malgré toutes les hyperthyroïdies qui sont passées, donc ça ressemble à ça, mais on peut le trouver. Bon, il suffit tout simplement d'examiner le patient et de tomber sur cet aspect-là, qui est donc typique du myxœdème prétibial de la maladie de Basedow. Qu'est-ce qu'on fait comme examen biologique? Donc, on va aller chercher tout ce qui peut être à l'origine d'un excès de catabolisme. On va retrouver une thrombopénie, une leucopénie et une neutropénie. Le diagnostic direct se fait bien sûr grâce à la T3, T4, donc qui sera augmenté, et le taux de TSH qui est très bas. Donc, le taux de TSH est bas pour entraîner ce rétrocontrôle qui va inhiber la sécrétion de TRH, etc. Et même après stimulation par TRH. La maladie de Basedow, donc à courbe de fixation à l'iode et à dioxyde, montre une fixation rapide et très élevée à l'iode, une répartition homogène dans toute la glande, l'échographie montre le goitre qui est homogène, et le taux d'immunoglobuline stimulante est élevé, bien sûr, T3, T4 élevé. Ça, on l'a déjà dit. La scintigraphie, on l'a fait quand on a des atteintes nodulaires toxiques ou pré-toxiques. Elle est recommandée en première intention en cas d'hyperthyroïdie biologiquement avérée. Donc, regardez ici, vous avez un goitre hétérogène et avec une fixation assez importante au niveau des nodules qui sont en hyperthyroïdie toxique. Ici, vous avez également un goitre multinodulaire, plusieurs nodules, mais les deux ici qu'on voit sont toxiques, qui fixent beaucoup d'iode radioactif. Et ici, vous avez un nodule toxique qui fixe tout seul pratiquement, et là, le reste de la glande est en hypofixation. Elle est éteinte, on dit qu'elle est éteinte, et ça témoigne de ce goitre toxique nodulaire, c'est-à-dire que le patient est en hyperthyroïdie. Son hyperthyroïdie n'est pas liée à la maladie de Basedow qu'on vient de voir, elle est liée à un adénome toxique unique ou plusieurs nodules qui génèrent tout seul des hormones thyroïdiennes, et donc on met le malade sous traitement pour donc établir l'ordre au niveau des hormones thyroïdiennes, T3, T4, TSH. Une fois que le malade est en euthyroïdie, on fait un acte chirurgical. Bien, ceci étant dit, on passe maintenant au contraire de l'hyperthyroïdie, c'est-à-dire les états d'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie se définit par une insuffisance hormonale en T3 et T4 dans le sang, et il en résulte donc cette hypothyroïdie va entraîner un ralentissement du métabolisme, avec une infiltration cutanéo-muqueuse diffuse due à la diminution du catabolisme des molécules concernées,
Et bien sûr, souvent, cette pathologie touche beaucoup plus les femmes que les hommes, mais ça existe bien sûr chez les hommes. Qu'est-ce qu'on retrouve comme signes cliniques? Donc, les signes généraux, donc on a un visage qui est arrondi, en pleine lune, les paupières sont infiltrées, les rides profondes, le teint est pâle et cireux, le nez est élargi, les lèvres massives avec une très grosse langue, on retrouve parfois un goitre. L'asthénie est globale, chez la femme, elle s'accompagne d'une aménorrhée et il existe à cause de cette thermogénèse ralentie une hypothermie ainsi qu'une frilosité. Donc un patient qui pendant l'été ou quand il fait très chaud dans une salle est toujours vêtu de son manteau ou il demande une couverture, c'est qu'il est frileux. Et bien sûr, les signes digestifs sont la constipation. Regardez cet aspect donc de visage lunaire avec une infiltration des paupières assez nette, des rides assez endurcies et une augmentation de la largeur du nez, de la base du nez, etc. C'est assez typique, donc il suffit de voir une fois l'hypothyroïdie et on l'a pour la vie. Donc regardez, c'est toujours le même problème avec un problème de fanère, cette infiltration assez caractéristique et ce teint donc cireux, pâle à cause de l'anémie entre autres, et qui est assez évocateur de la maladie de l'hypothyroïdie. Regardez une hypothyroïdie avant le traitement, regardez après le traitement, c'est-à-dire que les patients récupèrent à 100% et deviennent tout à fait normaux à condition qu'ils prennent leur traitement à vie. C'est un traitement substitutif qui remplace le manque de d'hormones thyroïdiennes. Regardez également cette dame en hypothyroïdie et après le traitement, regardez la transformation tout à fait éloquente et caractéristique. Donc, on a parlé la dernière fois de la dépilation, de l'alopécie. Et cette dépilation, elle n'est plus au niveau axillaire, mais au niveau pubien. Donc, dès que vous voyez que le malade a une dépilation, allez examiner les selles des patients et les pubis et vous allez voir qu'il y a une dépilation assez caractéristique. Sur le plan cutané, donc les cheveux sont ternes, cassants, clairsemés avec une chute de cheveux fréquente. La peau est sèche et cailleuse, parfois cyanosée. L'infiltration du derme et de l'hypoderme est responsable d'un faux œdème. Ce n'est pas un œdème, mais un faux œdème. C'est l'infiltration, c'est le myxœdème. L'infiltration du pharynx va être responsable d'une voix rauque et de ronflement la nuit. Donc, quand une femme parle comme un homme, il faut suspecter la présence de l'hypothyroïdie. L'infiltration de l'oreille entraîne une surdité et les ongles sont secs, striés et cassants. Sur le plan cardiaque, bradycardie, une baisse du débit cardiaque, longueur d'effort est fréquent, ainsi que les modifications au niveau de l'ECG. Attention, quelqu'un qui a un bas débit cardiaque, qui a une bradycardie, alors qu'il est anémique, alors qu'il est en état de choc, alors qu'il ne devrait pas. Normalement, le pouls suit la température, le pouls suit l'hypovolémie, etc. Et normalement, s'accélère dans ces situations. Si vous avez une contradiction entre la bradycardie, le pouls qui est bas, avec une situation qui devrait l'accélérer, n'oubliez pas d'évoquer la possibilité d'une hypothyroïdie. Les signes neuromusculaires, les gestes sont lents et malhabiles, bradycinésie. Les patients sont somnolents, lointains, ils se plaignent de paresthésie des extrémités. La masse musculaire est dure, tendue et douloureuse à cause de l'infiltration. Il y a un retard de décontraction musculaire lors de la recherche des réflexes. Donc, on a un double mouvement des réflexes. Quand vous tapez par exemple sur le réflexe oculaire, vous avez cette double décontraction en deux fois, comme ça. Et puis, il existe une myotonie, parfois des crampes assez caractéristiques. On a l'hypothyroïdie sans goitre. C'est une atrophie thyroïdienne idiopathique. Donc, d'origine, on ne connaît pas l'origine, ou c'est peut-être une maladie auto-immune. C'est l'insuffisance post-chirurgicale. Quand on enlève le goitre, dans le cas de la maladie de base d'eau, si le traitement médical ne marche pas, ou quand on enlève la thyroïde dans le cas de cancer, ou
ou pour autre chose. Juste après la résection chirurgicale, on met les patients sous hormones thyroïdiennes. Sinon, ils risquent de faire une hypothyroïdie. Après la radiothérapie, la fonction thyroïdienne disparaît, donc les cellules sont détruites. Et bien sûr, dans le cas d'une insuffisance anti-hypophysaire, souvenez-vous, quand on a une insuffisance anti-hypophysaire, on peut avoir une insuffisance thyroïdienne, corticocérulinarienne et gonadique. Et souvenez-vous bien, la TSH est basse. Les T3, T4 sont bas et la TSH est basse. Alors que quand vous êtes dans la situation de l'hypothyroïdie avec goitre, ça suppose que la TSH, à cause du feedback, est élevée. Et quand elle est élevée, elle va stimuler le goitre et stimuler la thyroïde et donner lieu à un goitre. Donc, hypothyroïdie avec goitre, ça veut dire que la cause est périphérique de l'hypothyroïdie. TSH basse, ça veut dire que, et absence de goitre, ça suppose que c'est central. Donc, l'origine iatrogène, ce sont les antithyroïdiens de synthèse. Si on donne trop d'antithyroïdiens de synthèse, on met les patients en hypothyroïdie, des médicaments qui sont riches en iode, les sulfamides d'hypoglycémie également, les thyroïdites, la thyroïdite d'Hashimoto, c'est une thyroïdite auto-immune, on a des anticorps anticellules thyroïdiens, la thyroïdite de Kelvin, qui est une maladie virale, et souvent, quand les malades font des thyroïdites de Hashimoto, ils se terminent par faire une hypothyroïdie, sauf dans le cas de la thyroïdite aiguë de Kelvin, qui est une maladie virale. Au début, vous avez une libération massive à cause de l'inflammation d'hormones thyroïdiennes, donc une douleur de la glande thyroïdienne qui est inflammée avec hyperthyroïdie transitoire, et ensuite vous allez avoir une hypothyroïdie. L'hématopoïèse est ralentie, nous allons avoir une anémie macrocytaire. On a une hypercholestérolémie secondaire, donc devant toute hypercholestérolémie, il faut doser la TSH et les hormones thyroïdiennes pour ne pas passer à côté. Les hormones thyroïdiennes sont effondrées, la TSH est très élevée, sauf dans les cas d'hypothyroïdie d'origine centrale ou haute. L'échographie va montrer l'atrophie dans le cas des involutions ou l'absence de glande thyroïdienne. Si le patient naît, on fait une échographie, on ne la trouve pas, ou on fait une scintigraphie, on peut trouver au niveau de la base de la langue une ébauche de la glande thyroïde, et il faut substituer ces patients, sinon ils vont se mettre en hypothyroïdie grave. L'échographie est très hétérogène dans le cas d'une thyroïdite, elle peut être homogène dans les surcharges iodiques. Voilà, je termine par les goitres pour que vous ayez une idée assez précise et pour ne pas confondre goitres, hyperthyroïdie, hypothyroïdie. On a vu des situations qui s'accompagnent d'une hyperthyroïdie et d'un goitre. On a vu des situations qui s'accompagnent d'une hypothyroïdie avec goitre, d'une hypothyroïdie sans goitre, et on va voir des situations où vous avez un goitre, mais dans laquelle vous n'avez pas ni d'hyper ni d'hypothyroïdie. Donc en fait, le goitre c'est quoi? C'est une hypertrophie diffuse de la glande thyroïdienne, homogène ou multinodulaire. Donc il faut préciser la taille, l'homogénéité, la sensibilité, la présence de thyroïde, etc. Dans le cas d'un goitre nodulaire, il peut être unique ou multinodulaire. Dans le goitre simple, il n'y a pas de signe ni d'hyper ni d'hypothyroïdie. Dans le cas d'adénome, c'est-à-dire un adénome toxique, il peut être toxique ou non, un nodule toxique ou non, c'est-à-dire qu'il s'accompagne d'hyperthyroïdie ou non, et on peut avoir un cancer qui est responsable du goitre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 situations qui peuvent s'accompagner de goitre. Ça, regardez, c'est un goitre assez caractéristique et souvent on est dans ce goitre-là, un goitre multinodulaire ou un cancer. Et si vous devinez des nodules qui apparaissent à la superficie, donc le goitre, ici c'est un goitre homogène, diffus, dans le cadre d'une maladie de base d'eau. Donc le goitre simple est une augmentation isolée du volume de la glande thyroïdienne, sans signe d'hyper ni d'hypothyroïdie, sans signe inflammatoire et sans tumeur. C'est la définition d'un goitre simple.
Donc, il est diffus sur les deux lobes, homogène, sans nodule, indolore, sans signe inflammatoire, non vasculaire, sans souffle isolé, sans signe de compression ni d'adénopathie. Les dosages hormonaux sont normaux et l'échographie montre un goitre diffus homogène, sans volume et variable. Si c'est un adénome thyroïdien, les signes cliniques en faveur du nodule non cancéreux sont, parce que dès que vous avez un nodule, le réflexe, c'est de savoir si ce nodule est dangereux ou non. Est-ce que c'est un nodule d'un cancer ou non? Donc, on va voir les signes en faveur d'un cancer, les signes en faveur d'un adénome non cancéreux. Les signes cliniques en faveur d'un nodule non cancéreux sont son caractère bien limité. Donc, on a une limite assez nette à l'échographie au sein du tissu glandulaire, c'est-à-dire qu'on peut discerner le nodule du reste du parenchyme thyroïdien. Sa consistance est ferme, mais non dure. Donc, un nodule dur signe plutôt la présence d'un cancer. Il n'adhère pas au plan sous-jacent. Quand vous demandez au patient des déglutires ou de prendre une gorgée d'eau, il remonte avec la thyroïde. Il peut être douloureux, il peut être multiple, l'absence d'adénopathie périphérique, homogène à l'échographie ou hyper-échogène, et il n'y a pas de calcification. Regardez donc les adénomes, les examens complémentaires qui confirment le caractère bénin. Le nodule peut être toxique, donc s'il est toxique, si ça s'accompagne d'une thyrotoxicose, on oublie le cancer. Le nodule peut être chaud à la scintigraphie, fixe l'iode, je vous ai montré tout à l'heure l'image. Il peut s'agir d'un nodule plein ou d'un kyste. La cytoponction ne ramène pas de cellules néoplasiques et le caractère bénin est affirmé par l'étude histologique. Regardez l'échographie, c'est un examen capital. Dès que vous avez un goitre, le premier examen à réaliser après le dosage des hormones thyroïdiennes, c'est évidemment la réalisation de l'échographie. Évidemment, on peut le réaliser tout de suite à la fin de l'examen clinique. Si vous êtes chez un spécialiste, un endocrinologue ou un radiologue, on peut faire suivre l'examen clinique par une échographie. Ici, regardez, un échogène, c'est souvent un kyste. Ici, vous avez un aspect hyper-échogène, vous avez une fixation assez importante du signal, et quand vous avez une hyper-échogénicité, c'est plutôt un nodule soit toxique, soit autre. Mais ici, c'est normal. Il y a un goitre simple, par exemple, le thyroïdien, vous avez une isoéchogénicité. Mais dès que vous avez une hypoéchogénicité, regardez bien, il ne fixe pas bien les ultrasons. Ça devient suspect. Et dès que ça devient suspect, l'hypoéchogénicité est en faveur, souvent, d'un nodule lié à un cancer. Voici les aspects nodulaires. Vous avez ici un goitre nodulaire, ici un autre nodule, ici un autre nodule. C'est assez typique. Et bien sûr, après cet aspect du nodule toxique, l'examen qui vient tout de suite après, c'est la cytoponction. On prend une aiguille fine et avec l'échographie, on fixe le nodule et on fait une cytoponction. On envoie chez le cytologiste et en fonction de la cytologie, on peut faire l'analyse anatomopathologique. Donc, ce qui est maintenant en faveur d'un nodule cancéreux, c'est quand il est mal limité, sa consistance est dure, il adhère au plan sous-jacent, il n'est pas douloureux, il peut s'accompagner d'adénopathie périphérique, il est unique le plus souvent, il peut s'accompagner de compression, voire bitonale, donc ça atteint les cordes vocales, la dysphagie ou la dyspnée, et les examens complémentaires confirment le caractère malin, il est hypofixant, quand vous le voyez donc hypoéchogène, et quand il est hypoéchogène, il est hypofixant, nodule froid, on appelait ça un nodule froid, moins de 90% sont bénins. L'échographie peut montrer une forte hypoéchogénicité, la cytoponction montre des cellules néoplasiques, et l'examen histologique affirme la nature cancéreuse du nodule. Voici un nodule froid. Quand vous entendez un nodule froid, ça veut dire qu'il est hypofixant. Le reste de la glande thyroïde fixe l'iode radioactif. Le nodule ne fixe pas. Ici, vous avez une thyroïdite avec une inflammation pratiquement de toute la glande thyroïdienne.
Et on peut avoir dans certaines situations de tumeur ou de goitre euthyroïdien simple, un goitre qui plonge dans la cavité thoracique. Et il suffit d'une radio pour le mettre en évidence. Et dans ces cas, on peut avoir des compressions vasculaires telles qu'elles sont dans le 24